comment s'opère l'invention poétique à partir des dessins de Man Ray dans ce recueil. On en restera bien sûr à quelques réflexions et pistes d'analyse. Considérons d'abord le titre du recueil, Les Mains libres. L'expression se justifie d'abord, bien sûr, par les nombreuses représentations de mains dans ce volume. Elles sont annoncées par certains titres, comme Les Mains libres, Mains et fruits, Belles mains, mais les mains sont encore beaucoup plus nombreuses à être représentées. Au-delà de cet ancrage référentiel, plastique, visuel, visible, il faut penser également que la main est l'organe commun au dessinateur et au peintre. Autrement dit, le rapport entre le voir et le dire, l'imbrication entre dessiner et écrire se joue déjà dans cette expression. Et puis, on peut penser à d'autres titres d'Éluard, comme Les yeux fertiles, par exemple, qu'il a fait paraître un an auparavant, nous étions en 1936, et dans la même veine lexicale, alors bien plus tard, en 1948, Éluard publiera un recueil qu'il intitulera Corps mémorable. On sait que la poésie est, depuis l'Antiquité, fille de Mnemosyne, qui est la divinité de la mémoire. Et bien ici, la mémoire s'inscrit dans le corps. Il y a donc une corporéité de l'écriture chez Éluard qui renvoie bien sûr à une vision du monde matérialiste, comme chez la plupart des surréalistes, mais également à une forme de sensualité instinctive. Et d'ailleurs, la main est un motif extrêmement fréquent, en dehors de ce recueil, dans la poésie d'Éluard. La main est chez lui l'organe, bien sûr, de la relation amoureuse, mais également une invitation à une préhension sensuelle, sensible, voire érotique de la réalité. Et cette érotique de la main se rejoue, s'inscrit très certainement chez Éluard dans l'acte même d'écrire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces mains sont dites ici libres. Elles ouvrent l'espace de l'échange, de la communication, elles donnent à vivre, à rêver, à imaginer, pour reprendre les mots d'Éluard lui-même. Et c'est ce que dit explicitement d'ailleurs le poème Histoire de la science, où l'on trouve ce vers « Que tes mains te délient ». Délier, donc, la main associée à un délier, c'est une main qui ne connote ni possession, ni pouvoir, mais au contraire, libération, engendrement, fécondité, un peu comme les mains de la caresse amoureuse. Ces mains, elles sont donc dessinées, représentées par Man Ray. Qu'en est-il à présent de ces dessins? Il présente une unité thématique manifeste en développant une rêverie, une sorte de blason du corps féminin, vu soit en totalité, soit en fragments, soit isolé, soit associé à un décor esquissé. Et toute la série est portée par une thématique amoureuse qui ne pouvait qu'entrer en résonance avec la sensibilité d'Éluard et avec, disons, l'érotique surréaliste. Ces dessins sont d'ailleurs très caractéristiques de l'art surréaliste parce qu'ils associent une figuration, disons une technique figurative, réaliste, un peu comme dans les peintures de Dali, avec une technique illusionniste qui ne refuse pas la perspective, par exemple, et une dimension, une coloration, une portée même onirique, qui n'est pas sans rappeler la fameuse méthode paranoïaque critique définie et pratiquée par Salvador Dali. D'où vient le caractère onirique ici? Eh bien, de deux choses essentiellement. D'abord, des ambiguïtés, des superpositions d'espace. Le poème Paranoïa, par exemple, assimile le corps d'une femme à une très longue jambe revêtue d'un bas. Il y a tous les jeux entre l'intérieur et l'extérieur, les changements d'échelle, les associations insolites qui sont dignes des cadavres exquis surréalistes. Par exemple, le poème Belles mains, qui associe les bras d'une femme à des doigts, ou Plante aux oiseaux, qui fait apparaître des oiseaux dans le prolongement des branches d'un arbre. Onirique aussi, de façon plus générale, ça touche à la technique du dessinateur qui était Man Ray, l'association entre, comme dans le rêve, entre la précision du détail et le flou du contexte. Les contours sont plutôt précis, très linéaires, des dessins presque sans rature, peu d'hésitation marquée, mais un contexte global presque toujours absent, puisqu'il n'y a pas d'arrière-plan qui permettrait de localiser précisément la représentation et donc d'identifier une scène globale. De même, dans presque tous les dessins,
on ne trouve pas de modelé. Donc ces dessins présentent ils construisent une présence sans épaisseur, un peu comme dans l'art iconique. Ce dessin-là, il est proche de l'écriture, il est déjà un signe, il est une trace, autant qu'une représentation. Donc il accueille en réalité beaucoup de vide, et c'est bien sûr dans ce vide, dans ce creux, dans cette indécision même, que prend place l'écriture d'Éluard. Elle se déploie dans ce que le poème, tout à fait au début, nomme le papier nuit blanche, le papier qui est le support commun au dessinateur et à l'écrivain. Et là, nous sommes dans les premières phrases du recueil, qui sont capitales. Le papier nuit blanche et les plages désertes des yeux du rêveur, le cœur tremble. Cette entrée en matière du livre, elle se fait à l'enseigne d'une sorte de vide créateur où va pouvoir se déployer la rêverie poétique. Et elle annonce très précisément ce qu'écrira Éluard à propos des marges du poème, ces marges blanches qui connotaient le vide, l'angoisse, le néant, la chute, l'impossibilité d'écrire chez Mallarmé, et dont la valeur s'inverse chez Éluard. Ce sera d'en donner à voir, je cite, « Les poèmes ont toujours de grandes marges blanches, de grandes marges de silence, où la mémoire ardente se consume pour recréer un délire sans passé. »